Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi après-midi et il pleut. En fait, est-ce que c'est de la pluie? Je pense que c'est de la petite neige mouillée. Franchement, ce n'est pas la meilleure semaine au niveau de la température. Une chance que j'ai du soleil dans ma tête et dans mon cœur. Parce que ça serait vraiment difficile. Il n'y a pas de soleil, ça fait vraiment plusieurs jours qu'il fait sombre. Et c'est triste. C'est triste comme printemps. Mais bon, comme je vous dis, moi je suis joyeux. Je me sens très inspiré présentement. J'ai la tête dans les nuages. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. C'est vrai que quand on fait un jeûne, en tout cas le jeûne que moi j'ai fait, c'est un peu mettre sa vie sur pause. Il n'y a plus beaucoup de choses qu'on peut faire. On ne peut pas sortir, on n'a pas beaucoup d'énergie. J'ai pu lire beaucoup par contre, j'ai pu avancer dans mes lectures, mais au niveau du monde, du niveau mondain, c'était plutôt un stop. Et là, ça recommence. C'est plaisant parce que là, avec le printemps aussi, il y a plein d'activités qui reviennent. Des lancements, des potlucks, des fêtes dans certains restaurants. Et ça donne le goût de sortir. Et la vie est belle. Pour moi, la vie est belle. En tout cas, je me sens très heureux. Moi, je regarde jamais ce qui me manque. Je regarde plutôt ce que j'ai. J'ai beaucoup de l'essentiel. Oh, c'est sûr, j'aimerais avoir plus d'argent, plus d'amis, plus de compagnes, mais en vérité, j'ai l'essentiel. J'ai l'essentiel pour être heureux. Et je suis capable de le voir. Je me sens hyper sensible encore. Mon jeûne m'a mis dans un état de perceptivité génial que j'adore. Je me sens très très sensible à l'invisible, très sensible aux choses très subtiles, au goût, aux saveurs. On dirait que c'est une fête à chaque fois que je fais un repas, ou même quand je vais au restaurant, quand c'est bon. Une jouissance, un plaisir. Et ça, c'est important. Je ressens un grand plaisir. Et quand je vois Martin aussi, qui jouit presque des plats que je fais, bien, ça me réchauffe le cœur. Parce que disons que dans 90%, 95% des cas, c'est vraiment bon. Parfois, je suis un peu trop créatif et la recette est un peu ratée, mais dans la majorité des cas, c'est tellement délicieux que je sais pas comment dire, je sais pas comment mettre des mots là-dessus. C'est une joie profonde juste de déguster un plat que j'ai fait moi-même, que j'ai amené à complétion, parce que c'est plein de connaissances que j'ai mis dans ma tête. J'ai étudié beaucoup la nutrition, j'ai étudié la cuisine, j'ai regardé des livres, j'ai regardé des vidéos de recettes. Constamment, je raffine ça et que quand je fais une recette, je n'ai pas besoin de suivre une recette précise. Je l'ai dans ma tête, je l'ai dans mon cœur. Et c'est là que c'est le mieux. Et j'apprends à cuisiner pour moi et Martha. On n'a pas du tout les mêmes goûts sur certains points. Elle vient d'une famille où il ne mettait pas de sel dans la nourriture. Et que c'était pas très salé, sucré, poivré. Tandis que moi, je viens d'une culture, en tout cas d'une famille, où le sel était très, très présent. Et pire même, c'était du sel de table, le sel chimique, quand j'étais jeune, qu'il y avait sur la table. Franchement, aujourd'hui, sachant ce que je sais, j'en aurais pas pris autant. Mais bon, mes parents ne le savaient pas. Et c'était pas quelque chose que les gens étaient très conscients à cette époque. Hein. Je me rappelle pas de l'époque quand j'étais jeune, qu'on parlait du sel d'Himalaya, du sel noir. Et ça existait bien sûr. Mais c'était pas entré dans les mœurs. Alors qu'aujourd'hui, même ma mère a du sel de céleri, du sel de l'Himalaya, des choses comme ça. Et je suis content d'avoir fait le jeûne. C'est surtout après
qu'on a les vrais résultats. Pendant, c'est le nettoyage, c'est le décapage même, ça fait mal. C'est pénible. On se demande pourquoi on fait ça, mais après, maintenant, là, je me sens léger et je le vois, là, je le sens, je me sens propre. Je choque mes intestins, tout mon système digestif est clean. Ça passe bien. Bon, il y a certaines journées, je suis un peu trop gourmand. Faut que je fasse attention. Hier soir, je me suis fait un spaghetti au pesto, un spaghetti cru, avec des zucchini. Et le pesto, je pense que j'ai mis un peu trop d'huile d'olive et c'était gras. Et toute la soirée, je me suis senti un peu dans les nuages. Il m'en restait. Et donc, ce matin, ce midi, je me suis fait une salade, une délicieuse salade, et j'en ai mis un tiers. Un tiers de ce que j'ai mis hier, et c'était parfait. Je me sens bien, je me suis pas senti fatigué, c'était délicieux. Donc, il faut savoir doser, et ça, c'est pas évident quand on a une nature comme la mienne, et comme Martha. Peut-être vous aussi. Je suis gourmand, j'aime beaucoup manger. Il a fallu que je m'éduque. Parce que sinon, je serais vraiment comme un sumo. Je serais gras. Mais puisque je suis éduqué au niveau de l'alimentation vivante, je peux manger quand même beaucoup sans problème. Parce que l'alimentation crue, ça fait pas grossir vraiment. À moins de tomber dans les noix. Bien sûr, ça peut faire grossir le ventre momentanément. Comme hier, mon melon. J'en ai mangé presque tout le melon. C'était trop. Ça fait même une légère détresse dans mon système digestif, tellement que c'est gros, que ça passe, puis que ça me fait aller aux toilettes. Alors aujourd'hui, je l'ai fait en jus. J'ai pris mon melon, je l'ai fait en jus. C'est trop. C'est trop de matière pour mon organisme encore. Donc, mais de toute façon, du jus de melon, c'est absolument délicieux et on va quand même chercher la majorité des éléments nutritifs. Donc, pour les prochaines semaines, mes melons et mes cantaloupes, je vais les mettre en jus. Et en même temps, ça me donne de la belle énergie, ce jus rouge, ce jus orange, délicieux. Et le matin, on se fait un jus d'orange aussi. Et pour le reste, je peux le manger dur maintenant. Remarquez que je passe beaucoup de choses encore au blender, pour être certain. La soupe va rester quand même dans nos habitudes. On n'avait pas l'habitude de manger des soupes, mais elles sont tellement délicieuses, mes soupes. Martha est tombée en amour avec mes soupes, donc je vais en préparer un peu à chaque soir. Je trouve que ça finit bien la journée. Et j'ai vu des vidéos cette semaine de Irène Grosjean, qui est une naturopathe crudivore, et elle suggérait de mettre la soupe à la fin. Mais ça, il y a des combinaisons alimentaires. Il y a une logique dans la manière de manger. Et ça c'est quelque chose que je veux vraiment intégrer. Parce que je trouve qu'on est tout croche dans notre civilisation. On mange n'importe quoi, n'importe comment. Le dessert devrait être mangé au début. Le sucre devrait être mangé au début. Le gras devrait être mangé à la fin. Donc si on mange des avocats, devrait être mangé à la fin. Et en même temps, je ne veux pas me brimer parce que la liberté est très importante. Il faut que ça devienne totalement naturel. Et comment ça peut devenir naturel si c'est totalement inversé? Dans notre société ici, on mange la soupe au début, on mange le repas principal dans le milieu, puis on mange un dessert sucré à la fin. Tous ces éléments s'annulent et interfèrent l'un dans l'autre. Techniquement, on devrait manger, selon Irène Grosjean, on devrait manger des crudités, un jus de légumes au début, après ça des crudités, après ça les graines germées, et ensuite, à la fin, la soupe. Pas de dessert sucré. Si on voudrait un dessert, si on se fie aux combinaisons alimentaires hygiénistes, il faudrait le prendre au début. Sinon, ça annule beaucoup d'enzymes dans la bouche et dans l'estomac. C'est compliqué.
Pourtant, c'est si simple si on nous avait appris ça dès l'enfance. C'est à l'école, ils s'ingéniaient à nous montrer plutôt les combinaisons alimentaires que le guide alimentaire, qui est complètement vendu au lobby de la viande, du lait. C'est ridicule, c'est complètement ridicule. Vous voyez, il faut toujours questionner l'autorité, pensez par vous-même. Voilà mon motto. Questionne l'autorité, pense par toi-même. Parce que c'est pas vrai qu'on peut se fier à ce qu'on nous a appris. Et même, on peut aller plus loin. Je sais pas si je devrais, mais je veux dire, si vous croyez à l'évolution, vous êtes un peu naïf. Vous croyez vraiment qu'on vient du singe? Croyez-vous vraiment que la matière existe? La matière n'existe pas. Le monde est une représentation au cœur de ma pensée. À l'école, on enseigne encore l'évolution de Darwin, alors que c'est démontré que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais les scientifiques qui élèvent une voix contraire à la majorité, à l'enseignement donné par l'appareil manipulateur plutocratique, ces gens-là se font cloître. Se seront fermés le bec, si on pourrait dire. Ils se font fermer la gueule et perdent leurs subventions. Ou simplement, ils sont oubliés dans un coin. Et ça, c'est bien dommage. Mais puisque vous et moi le savons, parce que j'imagine que si vous écoutez ma chaîne, vous me ressemblez d'une certaine manière. Vous êtes critique, vous êtes capable de penser par vous-même, ou tout au moins, vous espérez pouvoir penser par vous-même. Et quand on est capable de penser, aujourd'hui, en tout cas, avant, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 100 ans, parce que sans l'Internet, qu'est-ce que j'aurais fait? Il a fallu que je trouve des maîtres, des gens qui répondent à mes questions. Et ces maîtres auraient pu être dans l'erreur. Alors que maintenant, je vais chercher sur Google et je fais le tri des réponses. J'ai accès à de l'information que je peux processer par moi-même. Ça, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un d'intelligent. Je vous suggère d'être toujours critique. Pas au point de vous rendre malade, mais n'acceptez pas les vérités tout crues seulement parce qu'elles vous sont offertes par un grand nombre de gens. Parce que, pour savoir la vérité, demandez-vous ce que pense la majorité et pensez exactement le contraire. Vous allez avoir raison. Et à travers l'histoire, les grands génies ont toujours fait ça. Ils ont pensé en dehors de la boîte. Et c'est ce que moi, je m'applique à faire depuis toujours. Quand j'ai terminé l'université à 24 ans et je suis venu ici à Montréal habiter, mon but était de penser en dehors de la boîte. Je le faisais déjà, dans une certaine mesure. Mais ici, ça a pris toute son ampleur. Je suis arrivé et je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment le goût de travailler? Je me suis donné un bon 6 mois de réflexion. C'était l'été. J'ai dessiné dans des parcs. Je me suis acheté une guitare sèche. J'ai fait de la musique. J'ai rencontré des gens. Et là, à l'automne, je me suis assis, je m'en rappelle très bien. Je me suis assis dans un café. J'ai ouvert la page d'un journal dans la section des emplois. Et là, j'ai eu un mouvement de rejet. Je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas travailler. Et là, j'ai décidé de demander l'aide sociale. Il a fallu que je me batte pour avoir mon aide sociale, parce qu'ils ne me l'ont pas donné tout cru. Mais je l'ai eu, parce que j'y avais droit. Et puis j'avais l'intelligence de faire valoir mes droits. Mes droits. Et donc, déjà, mon début de vie adulte était en dehors de la boîte. Avec un baccalauréat en administration des affaires, j'aurais pu travailler. J'aurais même pu faire le travail que je fais présentement. Mais je voulais pas.
me tentait pas. Et j'ai osé. Je me suis même pas posé la question qu'est-ce que je vais faire? J'avais confiance en moi, j'avais confiance en mes ressources. Et ça n'a pas été long que j'ai trouvé tout ce qui me manquait. L'année d'après, j'ai rencontré une femme qui a été très importante dans ma vie, avec qui j'ai habité, avec qui j'ai partagé des frais pendant les 8 prochaines années. Et même quand j'ai décidé de travailler, à l'âge de 32, 33 ans, ben, j'ai pas pensé encore à aller dans une entreprise. Je voulais pas. Et ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à mettre des livres en ligne parce que j'avais développé cette aptitude pour moi-même. J'avais mis mes livres en ligne. Et j'avais donc une qualité qui était peu commune à ce niveau-là. Et j'ai mis les livres d'André Moreau sur l'Internet. Son éditeur m'a payé. Et après, il m'a demandé de faire son site web. Et les clients sont venus à moi sans même que je me pose la question. Franchement, je ne peux pas dire qu'il y a un moment où ça a été difficile, où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'argent, j'ai pas de job. Non, il m'a suffi de dire, OK, je veux le faire, mais je veux pas le faire comme tout le monde. Moi, je veux travailler à la maison. J'ai toujours refusé de travailler à l'extérieur. Et même aujourd'hui, si quelqu'un me demande de travailler à l'extérieur, d'aller à son bureau, je vais lui répondre toujours « OK, mais si j'y vais, tu vas me payer du moment où je pars de chez moi et je reviens de chez moi. Tu me payes le transport. » Généralement, ils ne veulent pas, donc ce qui fait que je reste chez moi dans la majorité des cas. Par exemple, si j'ai une séance de photos, je ne vais pas commencer à charger ma séance quand je suis rendu là-bas, puis je commence à prendre des photos. Je commence à charger la séance quand je pars de chez moi. Et ça, pour moi, c'est l'estime de soi. Je suis conscient de mes forces, de ce que je suis. Et si je dois partir, faire 1 heure d'auto ou d'autobus pour aller faire un contrat, ben, je vais être payé. Sinon, je reste chez moi et je vais être payé de toute façon parce que j'ai d'autres contrats ici. Ou même si j'ai pas de contrat, ben, je peux lire des livres que j'aime et être en paix. Mais c'est pas tout le monde qui a cette force. Moi, je vous suggère de savoir qu'est-ce que vous voulez. Parce que sinon, vous allez vous faire mettre en boîte. Moi, je sors de la boîte. Je pense en dehors de la boîte. Et mon désir est de vous aider, de vous inspirer à le faire aussi. Regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que je fais. Et si ça vous inspire, ben allez-y. Si vous regardez depuis le début de mon vlog, il y a eu des grands changements, des choses inattendues. Soudain, ça s'est mis à mal aller ici avec le propriétaire qui refusait de faire les réparations minimum. J'ai pas demandé des choses incroyables, là. C'est pas normal d'être obligé d'appeler la ville de Montréal pour faire réparer un robinet qui coule. C'est pas normal. C'est pas normal que l'évier de la cuisine soit totalement pourri à l'intérieur, en dessous. Et ça depuis plusieurs années que je lui dis que ça coule. Mais non. Et vous voyez, j'ai pas été comme une victime. J'ai pas été non plus un attaquant. J'ai réfléchi. Et j'ai écouté dans l'invisible qu'est-ce que je devais faire. Et c'était clair que c'est le temps de bouger. Et là, je vais bouger dans un 29e étage avec Martha. Martha, elle est très contente parce que cet appart ici, elle se sentait pas totalement confortable. Alors que là-bas, elle va être heureuse. Et pour moi, c'est important que cette femme soit heureuse. C'est important qu'elle se sente bien. Mais il y a un moment pour tout et vous voyez, quand c'est le temps, c'est le temps. Quand c'est le temps de bouger, on bouge. Quand c'est le temps d'arrêter, on arrête. J'ai arrêté un bon 40 jours sans manger. Et même, je pourrais dire que j'avais commencé à arrêter dès le mois de janvier avec la Rainbow Green Live Food Cuisine. Et ça m'a demandé de la volonté, de la force, mais j'avais toujours cette idée que le temps passe de toute façon, que toute bonne chose
Viens t'attends. Et là, je suis dans la bonne partie. La partie difficile est terminée. Et c'est la partie facile qui commence. Je compte le refaire l'année prochaine. En janvier, je recommencerai le processus. Rainbow Green Life Food Cuisine, phase 1.5. Après ça, phase 1. Après ça, jeûne de jus. Après ça, jeûne à l'eau. Donc, si ça vous tente de le faire l'année prochaine en même temps que moi, vous serez les bienvenus. Janvier 2018, je commencerai. Et je pense que c'est une belle discipline que je vais installer dans ma vie à tous les années. Jusqu'au jour où je sentirai que j'ai fait le travail total de décrassage de mon corps. Et après, c'est fort possible que je continue à jeûner quand même, quelques semaines par année, parce que ça fait du bien. Je me sens bien maintenant. C'est difficile à décrire. Cette légèreté que j'ai et cette joie profonde. C'est le contraste. C'est un contraste avec la difficulté que j'ai eue. Et ça me donne plus d'empathie aussi avec les gens qui sont malades. Dans mon cas, c'était moi qui avais induit cet état de mal-être. Mais je peux comprendre à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui est vraiment malade, qui a le cancer, ou qui lui, ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'il faut avoir du courage. Et si jamais on m'apprenait que j'ai une maladie grave, avec les connaissances que j'ai, je me mettrais tout de suite en jeûne. Eh bien, c'est un peu froid là, et je vais retourner à l'intérieur. Merci d'être à l'écoute. Merci pour tous vos commentaires et suggestions. J'apprécie que vous savoir à l'autre bout de cet écran. Et puis, je vous dis merci encore et à demain dans la prochaine vidéo.